par quoi on commence quand on parle de qualif d'un équipement? J'ai envie d'acheter, je sais pas, un grille-pain. Comment je fais? C'est quoi les premières étapes d'ailleurs? Bah, définir le besoin, convertir le besoin en spécification technique. Ouais. Donc, concevoir l'équipement ou du moins, en tout cas, de valider sa conception avec le fabricant qui va faire cet équipement-là. Donc, je pense que c'est une étape importante. Elle n'est pas toujours évidente parce que ça se fait souvent par des plans, par des simulations. Il n'y a pas le produit, en tout cas l'équipement devant soi. Mais c'est de s'en assurer que déjà les premières étapes ou ce qui va être la base de ce qui va être fait correspond à ce qu'on souhaitait. Exactement. On parle d'URS. Qu'est-ce qu'il y a derrière URS? Il y a User Requirement Specification. C'est ni plus ni moins qu'un cahier des charges, hein. C'est-à-dire que moi, là, je t'ai dit que je voulais un grille-pain. C'est que j'arrive à définir. En gros, moi, je veux que ça grille des tartines, qu'elles aient tel croustillant, que la tartine, elle ait telle ou telle taille. Est-ce qu'il faut que ce soit... Voilà, est-ce qu'il faut que ça ait une fonction décongélation ou pas? Enfin, en gros, c'est tous les besoins de l'utilisateur final qui doivent être le mieux définis. J'insiste très lourdement là-dessus parce que c'est peut-être l'étape qui est la plus compliquée, qui est souvent une fois sur deux oubliée, Exactement. et qui est la plus négligée. importante de tout le cycle de vie de la validation. Quand je dis user, c'est-à-dire utilisateur final, ça ne veut pas dire juste monsieur le producteur, c'est toi qui vas utiliser l'équipement, je te pose que les questions à toi. C'est-à-dire tous les utilisateurs de l'usine. Ça peut être la technique, ça peut être la qualité, ça peut être la prod, ça peut être la maintenance, ça peut être tous les gens qui ont à un moment donné, entre guillemets, leur mot à dire de façon logique. Même l'utilisateur final, donc du produit qui va sortir de cet équipement-là, d'avoir ces spécifications d'un utilisateur final. Bien sûr. À chaque fois qu'on parle d'un sujet comme ça, moi, ça me fait marrer. Dès qu'on parle d'URS, ça part en live, justement. C'est jamais fait, c'est toujours fait une fois que tu as fini d'acheter ton truc, etc., etc. Et là, je vois déjà un peu dans le chat, c'est déjà en train d'en parler, mais c'est vrai que c'est très, très, très souvent ça, quoi. Souvent, tu achètes ton équipement, puis tu fais l'URS en rapport. Alors ça... En rétroactif. En rétroactif. Moi, personnellement, ça, et il y a encore beaucoup de gens qui le font, je ne comprends toujours pas ce truc-là. C'est-à-dire que tu as des... Et je l'ai vu, mais 1000 fois. Tu achètes un truc, tu l'as reçu, tout ça, et puis après, tu te dis, tiens, j'ai oublié de faire la qualif de conception, les URS, tout le bazar. De toute façon, tu l'as acheté. Et bon, on va faire ça rétrospectivement, et on va refaire une URS basée sur ce que j'ai acheté. Mais c'est trop tard, en fait. C'est trop tard. Oui, mais pour être compliant, je veux avoir les documents, donc je vais les faire a posteriori. Personnellement, je trouve que c'est juste se masquer la vérité. Ok, on a fait une connerie, on a acheté le truc, on n'a pas suivi les étapes, faut assumer. On l'a pas fait, on l'a pas fait. Maintenant, on prend ce qu'on a et puis on essaye de faire en sorte qu'il marche le mieux possible, tu vois. Ouais, et puis qu'ils te disent pas, bon, bah, c'est facile de dire quand t'as acheté ton truc que les besoins, c'était cela, quoi. Finalement, tu voulais qu'il grille qu'une seule tartine. Ouais, depuis le début, je disais ça. Ouais. Il y a Samuel qui dit, c'est une obligation réglementaire de faire un URS. Surtout, l'obligation et la logique, c'est de le faire avant d'acheter un équipement. Oui. Donc, de le faire des fois alors qu'on est déjà en pleine QO. Oh merde, on a oublié l'URS. L'URS, tu fais avant ou après la qualification de conception? C'est avant, c'est tout début. C'est le point de départ. C'est le point de départ. On n'utilise plus cahier des charges. Toutes les étapes, la qualité des prix de l'URS. C'est ça. C'est le tout début du cycle en V de valider sur un produit catalogue. Tu vas peut-être pas faire une qualité de conception. Enfin, c'est rare que tu ailles jusque ce niveau-là. Mais quand tu achètes un produit qui est vraiment un équipement qui est sur mesure, entre guillemets, bah, avant même de passer ta commande, tu fais une qualif de conception pour assurer que ça correspond à ce pourquoi tu l'as commandé, quoi, en fait. C'est voilà. Hein. Et en plus, ça peut être très basique. Enfin, ça dépend de la complexité de l'équipement, mais ça peut être très basique dans le sens où tu vérifies les dimensions sur plan, que ça rentre bien dans la place où ça va rentrer dans l'espace que tu as prévu pour, que les matériaux choisis sont bien ce que tu attendais. Effectivement, pour les équipements custom, c'est indispensable, on est d'accord. Ah oui. Parce qu'il ne s'agit pas de se dire, quand on a fait fabriquer l'équipement par le fournisseur, voire même qu'on a déjà commencé à le qualifier, qu'il n'a pas la fonctionnalité papa-maman qui était indispensable à mon produit, quoi. C'est trop tard. Très bien. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne QC du coup? Est-ce qu'il y a des pièges à éviter sur la partie URS et QC? Le piège à éviter, URS, déjà, c'est de pas le faire. C'est de pas le faire. Déjà, numéro 1, le conseil QP Pharma, faites vos URS. Et prenez vraiment en compte, comme je le disais, de façon un peu 360, les besoins de tous ceux qui pourraient avoir leur mot à dire. Ça ne veut pas dire faites une interview de 100% des opérateurs de l'usine. Parce que moi, je veux mon équipement qui soit rose avec des points surlayés, etc. Mais voilà, des vrais URS, comme dit il a raison, parce que c'est pas genre... pour faire, oui.
En fait, alors moi tel que j'aime bien voir les URS, c'est tu as un requis, donc forcément ça va être moi je voudrais que mon grille-pain grille 2 tartines à la fois. Euh, T'aimes bien avoir un petit justificatif, ce qui est en face. Pourquoi tu veux ça déjà? Parce que est-ce que tu auras vraiment besoin de ce truc-là? Entre guillemets, un petit challenge du besoin. Et après, est-ce que c'est vraiment un besoin technique, réglementaire, de confort, obligatoire parce que mandatory, réglementaire ou BPF, etc. Pour que les gens qui amènent un requis soient capables de l'expliquer. Toi, Youssef, tu voulais dire un truc tout à l'heure, mais on te laisse pas la parole, mon pauvre. Si je voulais dire, un des moyens de ne rien louper niveau qualité, c'est que l'URS, il est jamais uniquement rédigé et finalisé par l'utilisateur. Il y a souvent le service qualif qui est impliqué dessus, puis l'assurance qualité aussi c'est un document voilà, qui est rédigé avec plusieurs services pour être sûr de ne rien louper, que ce soit au niveau prod, enfin opérationnel, maintenance, qualif, tout ça. Et en général, il y a tous ces services-là qui revoient l'URS avant qu'il soit envoyé au fournisseur pour être sûr qu'on n'a rien oublié. Et ça prend du temps. Ouais. Juste sur la définition des besoins, ça prend du temps, mais c'est du temps qui sera gagné Ouais. après. Largement, mais ouais, 1000 fois. Mm. 1000 fois, 1000 fois. On a fait notre QC. Alors, mettons que mon URS, je l'ai bien défini, mon grille-pain. On a fait la QC. On a l'impression que ce qu'on va nous fabriquer sur mesure, ça correspond aux besoins utilisateurs des URS. Bon, bah, il y a je sais pas, Jean-Michel Grille-pain, les entreprises du grille-pain.com, qui commencent à fabriquer le grille-pain, du coup. Qu'est-ce qu'on fait comme étape d'après? Ah bah, une fois que l'équipement est prêt, on ira le qualifier chez le fabriquant. Tiens, je Avant de vais recevoir chez chez nous. Monsieur Grille-pain, du coup, directement. Exactement. On va chez Monsieur Grippin, on va dérouler des tests pour qualifier l'équipement enfin qualifier. C'est une étape de qualification, mais pour valider cette étape chez le fabricant avant qu'il soit livré chez nous. Comment ça s'appelle? C'est une. Ah, une FAT. La FATOS. Ça veut dire quoi, FAT, FAT? FAT. C'est bien faté. Ça veut dire The Factory Acceptance Test. Qu'est-ce Non, qu'on mais- fait quand on fait des FAT, alors, du coup? En fait, c'est une étape très très importante parce que du moment où l'équipement est dans la factory, donc chez son fabricant, les problèmes entre guillemets restent chez lui. Donc C'est ça. il faudra mettre un maximum d'efforts pour dérouler des tests, un protocole de test qui te permettra de t'assurer du bon fonctionnement de l'équipement. Donc, s'il y a une étape où il faudra mettre beaucoup d'efforts, c'est celle-ci. Bah, ça conditionne énormément la Exactement. relation entre le client et le fournisseur. Je réponds à la question de Numéron. Est-ce que on doit être forcément sur le site? Est-ce que le client doit être sur site? Bah, la réponse oui, le client doit être sur le site, voire même Lors de pas la seul. FAT. Hein. Tout à fait. Souvent, la FAT, moi j'ai souvent connu ça, le gars de la Q, le gars de la prod, le gars de la maintenance, un ou deux opérateurs, Ah ouais. parce que est-ce que les IHM c'est logique, un isolateur, est-ce que les gants sont bien positionnés, est-ce que c'est cohérent? Moi, je t'envoie un petit et un grand. Hein. Quand tu fais une FAT d'une ligne d'isolateur, t'envoies un petit et t'envoies un mec de 2 mètres. Hein, Ouais, pour, tout à fait. pour C'est être une sûr que équipe. ça marche. Donc non, il faut le faire absolument. Question de Samuel, là, je vais répondre tout de suite. Ça me fait penser qu'on a oublié un ou deux trucs un peu évidents. La FATSAT ne correspond pas du tout à la QC. Il y a les URS qui sont un document qualité. Alors, tout ce qu'on cite comme étape, en fait, il faut que vous imaginiez qu'il y a des documentations associées qui est assez cadrée pour le coup, qui va être sur la base de protocoles d'un côté et de rapports de l'autre. La FAT, il y aura des protocoles de FAT qui vont définir tous les tests qu'on va devoir faire chez le fournisseur et ensuite un rapport de FAT qui va définir si oui ou non les tests se sont bien passés, s'il y a des points qui sont bloquants qu'il va falloir refaire et redemander au fournisseur de bosser dessus, etc., etc. Donc, il y a toujours ce schéma, protocole, rapport et les étapes de la qualification. Donc, quand on a fait les URS, on s'est tous mis d'accord, on est OK, on passe à l'étape de QC. On fait un protocole de QC, on fait un rapport de QC. Quand la QC est approuvée par la Q et que le rapport est OK, on passe à l'étape de FAT, etc., etc. On ne peut pas tout faire en même temps. On ne peut pas démarrer une QI si on n'a pas fait les FAT, etc., etc. Donc non, la QC, c'est une étape en tant que telle. FAT et SAT, souvent, on les lit parce qu'on peut valoriser l'un par rapport à l'autre. Il y a beaucoup de choses qui sont un peu similaires, mais en tout cas, FAT est une étape, SAT en est une autre, et celle d'après de la même manière. Donc voilà, juste la figure imposée, et on autorise le passage à chacune des étapes, officiellement. Est-ce que tu as un conseil, Youssef, ou un piège à éviter lors de la FAT? Un conseil, ouais, c'est d'essayer de poser le maximum de questions.
En amont, Et essayer vraiment d'impliquer les fournisseurs au maximum dans les tests, voilà, parce que c'est surtout eux qui ont toutes les infos. Et partir avec comme disait Zahir, avec un protocole solide pour Ouais. faire le maximum pour se donner le maximum de chances de déceler les choses qui vont pas. Parce qu'effectivement, c'est quand la machine est chez le fournisseur que c'est le plus facile de régler les problèmes. Et puis, pour être sûr que, voilà, que la machine répond bien à toutes nos attentes, voilà, et d'être bien raccord avec le fournisseur. Pour des raisons bêtement commerciales aussi, hein. Oui, Parce qu'en général, c'est dans les ça. commandes, Oui. quand on achète un équipement, le fournisseur, il a la machine chez lui, d'une, elle lui prend de la place, et tant que la FAT, elle n'a pas été conforme et que le client qui a acheté cet équipement n'a pas autorisé à faire venir l'équipement sur son site, eh ben, il y a une grosse partie de la commande qui n'est pas payée, quoi. Ouais. Donc le fournisseur, il a juste une envie, c'est que ça se passe bien. Pas trop faut pas Oui. trop en demander tant Alors, qu'à faire. ça, c'est peut-être un piège d'ailleurs. Vas-y, Vas-y, le Youssef. piège du coup, Youssef. Ça, c'est peut-être un piège parce que c'est vrai que ça arrive souvent que les fournisseurs essayent pas de nous endormir, mais de cacher Oui. certaines choses ou d'essayer d'éviter certains sujets ou certaines choses pour, voilà, pour que ça passe. Mais ouais, ça, effectivement, parfois, c'est un piège à éviter. C'est ça. Il y a un petit jeu de chat et la souris ou un petit jeu de dupe. C'est ça. Il veut pas montrer Ouais. toutes ses faiblesses ou les trucs de sa machine. Mais bon, c'est là, il faut être malin Il y a pour. un gros enjeu quand même. Ah, il y a pour un enjeu énorme. c'est sur des équipements qui peuvent coûter 1, 2, 4, 6, Plusieurs plus millions millions d'euros. Il y a un enjeu qui est extrêmement fort. Donc, parmi les gens sélectionnés pour y aller, il faut aussi être clair qu'il y a une responsabilité par rapport à ça. Parce que le gars, le fabricant de l'équipement, lui, il n'a qu'une envie, c'est que vous partiez en signant, quoi. Ben oui. Ouais, tout à fait. Et il faut pas signer trop vite parce qu'une fois que tu as signé, le gars, non, moi les gars, la FAT, c'était bon, hein, donc maintenant vous pouvez plus vous retourner, quoi. Et là, t'es mal. Exactement. Là, t'es mal. Et alors oui, il y a Phil qui dit venir avec les protocoles. C'est-à-dire que les protocoles où vous pouvez avoir un fournisseur qui vous conseille sur ce qu'il faut tester, mais c'est vos protocoles à vous, hein. Le truc où on dit on achète le protocole et c'est C'est tes tartines que ouais, que tu mes veux tartines. tester. Bah, moi, j'arrive chez le fabricant de Jean-Michel Gripin. J'arrive avec mon pain, mes tartines. C'est toi qui disais qu'il faut qu'il ait hâte qu'on parte. Faut qu'il ait hâte qu'on parte et qu'il ait un petit mal de crâne quand on est parti. Exactement. C'est Sinon- ce petit sinon, mal de c'était crâne, trop tu vois. facile. Voilà, D'autant il lui plus. faut un petit Doliprane quand même. Ouais. C'est bon signe. C'est exactement ça. Encore une fois, donc il faut surtout pas sous-estimer cette étape-là. Et il y a l'équipe donc à envoyer. Donc Oui. d'avoir par exemple un opérateur de production, d'avoir une équipe variée et d'avoir avec dans cette équipe-là, bien évidemment, c'est en fonction de la complexité de l'équipement et de son utilisation plus tard, mais d'avoir des utilisateurs finaux, donc des opérateurs de prod ou des conducteurs de ligne qui accompagnent, qui se déplacent aussi pour la FAT. C'est une étape très, très formatrice, donc de mettre tous les efforts sur cette étape-là. Ouais. Oui, parce que ce sera les utilisateurs qui seront potentiellement des opérateurs référents. L'étape d'après, qu'on associe souvent au FAT, c'est les SAT. Les SAT, le terme étant à peu près comme des FAT, sauf que là, c'est pas Factory Acceptance Test, ça va être Site Acceptance Test, sous-entendu les tests d'acceptation de l'équipement sur le site, comment dire, receveur, enfin sur le site de l'acheteur, entre guillemets. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait? Alors pareil, un protocole, rapport à chaque fois, on passe le truc, hein. Qu'est-ce qu'on fait en SAT? Est-ce qu'on refait toutes les FAT, par exemple? Bah, j'ai envie de dire ça dépend. Donc, s'il y a des choses à valoriser dans la FAT et que on est sûr que ça ne changera pas, on a mesuré la machine, elle fait 2 mètres. Oui, il y a elle fait besoin toujours de 2 faire mètres. Tout, t'as volé de l'inox, quoi. Voilà, Enfin, il y a des plaques d'identification. Peut-être qu'on s'en est assuré qu'elles sont toutes là, elles sont bien vissées. Peut-être ça vaut pas le coup peut-être de refaire, de toutes les vérifier. Donc, s'il y a des choses qui peuvent être valorisées par rapport à la FAT, il n'y a pas à les refaire. Il y en a en général, hein. Mais sinon, ouais, en fait, c'est de dérouler pratiquement le protocole de FAT en SAT et quitte à le compléter. Donc, verrouiller aussi les réserves qui ont été émises lors de la FAT. Alors, du coup, effectivement, tout ce qui, pour moi, pour alléger quand même, tout ce qui n'a aucune raison d'avoir changé dans le transport, effectivement, comme tu disais, la taille de la bécane, la matière, je pense que si c'était de l'inox 316 en Italie, à moins qu'ils aient complètement changé la bécane, ce sera toujours de l'inox 316 en rentrant, même si ça, on le revérifiera en QI et compagnie. La vraie différence entre la FAT et la SAT, c'est que finalement, tu n'as pas branché l'équipement au même environnement. Tu as branché sur tes prises à toi, dans ton environnement de ton usine, donc c'est ça, quelque part, qui peut compléter la FAT.
parce que pour le coup, tu es chez toi. Zone propre dans Oui, titre receveur et que très c'était bon pas une exemple. zone propre. Bah oui, c'est un bon exemple. La Oui. partie hygrométrie, par Oui. exemple, ça peut avoir un conditions, impact. etc., voilà. Exactement.